Bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un des apports du coach scolaire, c'est la découverte des intelligences multiples pour les élèves et les étudiants et leur usage pour mieux apprendre et comprendre ces leçons et surtout pour mieux s'orienter. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Je fais cette vidéo juste après la vidéo sur la question, en répondant à la question, à quoi sert le coaching? Et dans cette vidéo précédente, donc, j'ai parlé de l'apport du coaching en termes d'apprentissage des compétences d'apprentissage ou le développement des compétences d'apprentissage chez le coaché. Et j'ai évoqué qu'en fait, le coaché, donc l'élève ou l'étudiant, va apprendre à apprendre plus efficacement, à être plus performant. Mais en fait, ce que je n'ai pas dit à la fin donc, de cette vidéo, c'est qu'en fin de compte, tout cela, c'est pour, effectivement, j'ai parlé des choses du fond, donc ce qui concerne le fond, c'est-à-dire avoir une expérience en termes donc, d'apprentissage, donc avoir vraiment les compétences nécessaires pour mieux apprendre, c'est sûr, avoir un objectif donc SMART pour pouvoir l'atteindre. Et tout cela, bien sûr, va se répercuter sur le résultat scolaire donc de l'élève et donc de ses résultats au niveau des matières et pour la moyenne de fin d'année. Alors, ce résultat scolaire, donc on va noter 6 sur 20, ça peut être l'objectif donc fixé, comme ça ne peut ne pas être l'objectif fixé, comme par exemple quand on va travailler sur tout ce qui est problématique de confiance en soi, de motivation ou des compétences bien précises. Comme on peut vraiment se fixer le fait d'avoir une certaine note ou une moyenne précise en fin d'année, en fin de semestre. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un point que j'ai évoqué lors de la vidéo précédente, c'est la découverte des intelligences multiples. C'est un point très important, à la fois pour les élèves, pour les étudiants également, pour les parents et également pour les enseignants. De quoi s'agit-il et de quoi nous parlons? En fait, nous parlons d'un diagnostic qui permet de découvrir les profils d'intelligence. On va continuer donc sur la même longueur d'onde, on va dire, sur à quoi sert le coaching scolaire, parce que nous sommes toujours sur la même thématique. Alors, on sait que quand on va à l'école, donc quand l'élève va aller apprendre donc à l'école, que ce soit à travers les livres ou à travers donc les leçons proposées donc par les enseignants, eh bien l'élève ici il va mobiliser donc son intelligence, il va mobiliser son cerveau pour pouvoir donc processer ou comprendre ces informations et de les restituer quand il s'agit donc de faire donc de passer un examen et du coup avoir une bonne note par la suite. Alors cette intelligence-là, souvent, enfin depuis les années, depuis le début du siècle précédent, on a essayé d'identifier cette intelligence et de définir quels sont les élèves qui sont prêts à être bons en classe ou pas. Et cette question, les personnes qui, enfin, en tout cas l'institution qui s'est posé cette question, ça va vous étonner, c'était l'armée. Alors l'armée en France, au début du XXe siècle, voulait scolariser donc les enfants des soldats et aussi créer des écoles donc pour les élèves. Et elle voulait savoir qui étaient les élèves qui allaient être prêts à réussir à l'école, donc par souci d'efficacité et les élèves qui n'étaient pas prêts à donc réussir. Et donc elle a demandé à un psychologue donc de développer un test qui permettrait de connaître les aptitudes donc des élèves à réussir à l'école donc avant l'accès à l'école. Ou disons toujours, hein, l'armée, c'est une institution très efficace, très performante, donc qui est toujours dans la gestion des moyens. Elle voulait aussi savoir qui serait brillant à l'école ou pas, et du coup, on devrait tester donc des élèves pas des enfants, parce que on scolarisait quand même les enfants à l'époque à un âge assez tardif, donc 7, 8, 9 ans, voire 10, 12 ans. Et donc, il a fallu avoir un test pour savoir qui allait être bon à l'école à la base. Et donc, dans ce cas-là, enfin, pour ce test-là, on a développé ce qu'on appelle donc le quotient intellectuel, donc le QI. Ce test a servi donc à un certain moment pendant les années 20, 30, 40, et puis il a été récupéré par les Américains.
donc par l'institution américaine, mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'armée, mais ce sont en fait les universités qui sont aussi confrontées à la même problématique. Le système américain est très onéreux, donc il coûte très cher en termes donc, d'études après le bac. Et donc, et aussi les universités voulaient aussi avoir les meilleurs étudiants parce que c'est du privé, donc il fallait avoir une certaine concurrence. Donc, s'assurer que nous avons les meilleurs élèves pour ensuite avoir les meilleurs étudiants, pour avoir les meilleurs résultats. Et donc, il a fallu un test donc, pour accéder aux universités. Ce test existe toujours. Il a aujourd'hui différents noms, comme le GRE par exemple. Mais il a repris ce QI parce que le QI, après, il a été très critiqué. Mais l'idée, c'est qu'on a repris le QI. Et donc, beaucoup d'universités américaines jusqu'à aujourd'hui, utilisent donc ce test. Alors, c'est quoi le QI, le quotient intellectuel? Donc, le quotient intellectuel, c'est tout simplement les aptitudes cognitives de l'élève, de la personne. Donc, ce sont les psychologues aujourd'hui qui sont habilités à faire passer le test. Donc, ils se concentrent sur les aptitudes donc, cognitives, notamment tout ce qui est mathématique, donc que ce soit les chiffres, la géométrie et l'abstraction, et bien évidemment le langage. Donc, ce sont un peu les deux grands volets, les deux grands volets donc, de ce test. Les maths, les langages, donc les formes, bien évidemment, euh, et notre capacité à jouer et à manipuler ces trois aspects, en tout cas, de la cognition. C'est très connu jusqu'à l'époque que pour être intelligent, il fallait bien parler, manier la langue de manière très habile, très rapide. Il fallait aussi jouer avec les concepts, les chiffres, les formes et les idées abstraites et aussi pouvoir utiliser tout ça, avoir aussi des qualités de mémorisation, donc de la mémoire et avoir une qualité de concentration également, donc pouvoir se concentrer. Et tout ça est lié à la cognition, au cerveau. Alors ça a marché très bien jusqu'aux années 70 où ce QI commence à devenir un grand fardeau parce que beaucoup d'étudiants ne pouvaient pas accéder à des universités n'ayant pas un assez bon QI. Donc ce problème-là a fait il y a eu des psychologues, donc notamment un psychologue qu'on va voir qui s'appelle Howard Gardner, qui dans les années 70 a commencé à travailler sur ces projets déjà à l'époque, c'est un peu la naissance du développement personnel. Donc on a voulu comprendre la performance humaine et la base des compétences humaines, comment se construit une compétence et la performance humaine. Et donc là, il était amené à étudier donc, les performances cognitives, mais pas que les performances physiques et les autres types de performances auditives ou musicales, spatiales et ainsi de suite. Et c'est là où il est tombé sur une nouvelle théorie qui en fait révèle que ce qu'on mesurait jusqu'à maintenant, la capacité à juger du langage, des formes et des mathématiques, nous permettait de juger une partie de l'intelligence, donc pas toute l'intelligence humaine. Et là, donc on parle, on va dire, de l'intelligence cognitive. Ce que lui il va appeler plus tard l'intelligence logico-mathématique. Donc c'est vrai, on travaille sur l'intelligence logico mathématique et puis on travaille aussi sur l'intelligence langagière ou l'intelligence des langues, donc ce qu'on appelle l'intelligence langagière. Et c'est vrai qu'à l'école, ce sont en fait les deux intelligences utiles et nécessaires pour réussir dans les maths, la physique, les sciences, les langues et tout ce qui va avec. Donc, c'est des intelligences qui font appel à l'abstraction et à la capacité à manipuler des connaissances. Jusque-là, je pense que vous n'avez pas vu mon tableau. Donc, je parlais d'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais ce que Howard Gardner a aussi pu établir, c'est que dans la vie, il y a plusieurs d'autres domaines où nous ne faisons pas appel à ces intelligences, donc notamment dans tout ce qui est art,
que ce soit de la musique, le dessin, ainsi de suite, tout ce qui est donc physique ou sportif, donc tout ce qui est physique, donc pareil, ça aussi on fait pas forcément appel à ces intelligences, tout ce qui est donc communication avec les autres, ça aussi on fait pas appel à ces intelligences, tout ce qui est donc réflexion et analyse, donc pas forcément de la physique ou des maths, mais de la vie, des textes, des personnes. Et donc, en fait, ce qui nous a amené à voir qu'il y a des personnes donc, qui réussissent brillamment dans plusieurs domaines de la vie, donc sans forcément qu'ils soient bons à l'école. Et du coup, avec les médias qui se sont installés, on commence à voir donc beaucoup de personnes donc, qui réussissent dans plusieurs domaines, qui deviennent des stars, mais qui étaient donc des très mauvais élèves à l'école. Et notamment, donc cette théorie continue toujours à se confirmer. D'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui les plus grands de l'école, enfin les plus grands patrons des grandes entreprises internationales et même technologiques comme Facebook, Microsoft, Apple, donc Steve Jobs qui est décédé, Bill Gates et Mark Zuckerberg n'ont pas fini leur scolarité, donc ils se sont tous arrêtés à la première année après le bac. Certes, ils ont un très grand QI, mais qui ne leur a pas forcément permis même à eux de continuer à l'école. Donc, ce lien entre le QI et la réussite scolaire donc, ne marche pas. Et même le QI en tant que tel, est-ce qu'il est utile dans plusieurs domaines de la vie? Est-ce que ces personnes-là réussissent grâce à leur QI ou grâce à d'autres formes d'intelligence? Et c'est là où donc Howard Gardner est tout simplement tombé sur un autre concept, c'est tout simplement le fait de dire il n'y a pas un seul QI, donc une seule intelligence, mais il y a des intelligences. Et là, c'est vraiment le S, donc des intelligences, ce qui veut dire qu'au lieu de mesurer le degré donc d'une intelligence particulière, mais il faut chercher le profil de nos intelligences. Donc nous avons plusieurs types d'intelligence. Et donc ces intelligences-là font que nous allons les utiliser de manière plus appropriée dans différents domaines. Et donc ça va faire notre réussite dans ces domaines-là, mais ça va faire aussi notre échec dans d'autres domaines, et notamment donc dans la scolarité. Et c'est là où Howard Gardner donc, va évoquer les intelligences qui sont utilisées en dehors du cadre scolaire et du coup en dehors du radar du QI, ce que le QI ne peut pas mesurer. Et c'est là où il est venu avec donc, la théorie des 8 intelligences qui étaient 7 en fait, qui sont devenues 8. Alors les deux premières, donc, vous les connaissez déjà, donc l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière. Donc ce sont les deux formes d'intelligence utilisées à l'école. Mais il y a aussi d'autres formes d'intelligence comme l'intelligence, par exemple, musicale. Donc l'intelligence musicale, c'est pas forcément l'intelligence de la musique ou être capable donc de manipuler la musique, mais c'est d'avoir une écoute très approfondie, très étendue, donc pouvoir écouter les sons, pouvoir écouter les gens, analyser les voix, donc avoir donc un sens auditif très très développé. Donc c'est une intelligence qui va être utilisée dans pas mal de métiers et qui ne sera pas forcément récompensée à l'école. Et puis vous avez aussi l'intelligence, donc l'intelligence kinesthésique, donc qui ressemble kinesthésique, donc qui rassemble en fait toutes les intelligences corporelles, donc la capacité à bien manipuler son corps, à bouger correctement, à manipuler ses doigts. Donc, par exemple, quelqu'un qui sera doué en musique, sur un instrument, il aura certainement l'intelligence musicale, mais également l'intelligence kinesthésique, parce qu'il sera capable d'utiliser donc ses doigts. Un chirurgien, par exemple, il aura l'intelligence logico-mathématique pour réussir en sciences en tant que scientifique, mais il aura besoin de l'intelligence kinesthésique pour mieux manipuler ses doigts et donc sa main pour mieux donc, effectuer des opérations chirurgicales. Et vous avez ensuite tout ce qui est intelligence spatiale. Alors, spatiale ici, c'est par rapport à l'espace, donc, mais en fait, ça concerne toute l'intelligence des couleurs, des espaces, donc tout ce qui est dessin, architecture, manipulation des espaces, se déplacer dans un espace. Donc, ça peut concerner un pilote d'avion, comme ça peut concerner un architecte,
comme ça peut concerner donc un dessinateur, donc tout ce qui est, ou un designer, donc tout ce qui est en fait manipulation de l'espace dans la vie de tous les jours ou dans une profession précise. Donc là, nous en sommes à combien? Donc il y a deux intelligences logico-mathématiques et langagières. Donc logico-mathématique, c'est tout ce qui est donc scientifique, manipuler les concepts, les chiffres, les notions abstraites. Langagière, c'est manipuler la langue, connaître plusieurs langues ou écrire de beaux textes, de la poésie, ainsi de suite. Donc nous en sommes à sept intelligences, cinq plutôt, donc il nous manque encore deux. Alors trois plutôt. Donc la première, c'est l'intelligence interpersonnelle. Alors l'intelligence interpersonnelle, c'est un peu un mot barbare pour dire tout simplement l'intelligence de la communication, l'intelligence sociale, donc la capacité à développer facilement le rapport aux autres, donc communiquer facilement avec les autres, pouvoir se créer des liens, aller vers les autres, pouvoir les comprendre, analyser un peu leur personnalité, s'adapter à différents profils. Vous avez ensuite donc l'intelligence intrapersonnelle. Donc, c'est un peu l'inverse de l'interpersonnel. Intrapersonnel, alors c'est l'intelligence de l'introversion, l'intelligence de l'analyse. C'est tout ce qui est donc analyse de soi, des autres, manipulation des idées. Donc, le fait d'être en retrait, pouvoir passer du temps tout seul. Donc, une intelligence intrapersonnelle associée par exemple à une intelligence langagière va produire un écrivain, donc un écrivain qui passe beaucoup de temps à peaufiner ses textes, à écrire sur ses personnages, à les analyser. Une intelligence interpersonnelle avec logico-mathématique, ça va faire un chercheur. Mais une intelligence interpersonnelle, par exemple, avec une intelligence langagière, ça va faire un politicien. Donc, ça va faire quelqu'un qui parle très bien aux autres, mais qui est aussi éloquent, qui crée des relations, mais qui fait aussi de très bons speeches et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez, ça vous donne, et ça nous donne une marque pour pouvoir vraiment décrire la réussite, mais pas en termes scolaires. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le problème donc, de ces intelligences à l'école. Mais finissons avec la dernière intelligence, donc l'intelligence naturaliste, donc, ou naturelle, ou naturaliste plutôt. Donc, ce sont les personnes qui manipulent facilement la nature, donc qui ont un contact assez particulier avec la nature. Ils savent donc euh, reconnaître des animaux malades, des plantes malades, pouvoir les soigner, et qui ont une certaine intuition, un certain rapport avec la nature. C'est des personnes aussi qui passent beaucoup de temps dans la nature, qui vivent très très bien seuls ou en groupe dans la nature, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que maintenant, le problème de ces intelligences, c'est que si nous en avons nous les avons toutes les huit, donc nous avons toutes ces intelligences, mais nous avons un profil, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une intelligence ou deux qui seraient donc plus développées que les autres. Donc, nous pouvons avoir l'intelligence, par exemple, elle est interpersonnelle qui sera plus grande, et puis nous allons avoir l'intra un peu moins, et puis nous allons avoir la logico-mathématique, donc avec la langagière qui serait un peu moins, et peut-être naturaliste vraiment très peu. Donc nous allons avoir ce que nous appelons un profil, donc un profil des intelligences, et ce qui fait, on va voir ce qui est plus dominant et ce qui est plus marquant. Alors, le problème à l'école, c'est que si systématiquement, si vous n'avez pas la logico-mathématique et langagière qui serait très développée, vous serez automatiquement pas bon à l'école. C'est automatique. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers de la classe, ceux qui arrivent à être premier, deuxième, troisième et rester constamment sur ces grades-là, ce ne sont pas forcément des élèves qui font un très grand effort, qui travaillent beaucoup. Ce sont tout simplement des élèves qui, dans l'intelligence, coïncident avec ce que l'école désire. Donc l'école, elle désire de plus en plus, enfin toujours, l'intelligence logico-mathématique et langagière. Maintenant, si par exemple dans ce profil-là, vous avez une intelligence interpersonnelle trop développée, bien, bien que vous ayez une grande chance pour réussir dans la vie professionnelle parce que vous serez un très bon parleur et quelqu'un donc, qui sait communiquer, qui sait créer des liens avec les autres,
eh bien ça va vous causer beaucoup de problèmes à l'école. Donc en étant enfant, vous serez étiqueté comme un enfant bavard, turbulent, qui ne peut pas s'asseoir plus de 10-15 minutes sans chercher son copain, sans vouloir parler. Vous serez aussi décrit comme quelqu'un qui participe très bien en classe, qui est très apprécié des profs, mais qui donne toujours de mauvaises surprises en termes de notes et de résultats scolaires, parce que tout simplement, vous avez une intelligence qui est interpersonnelle que l'école ne valorise pas. Il n'y a pas de cours sur la communication, sur le rapport social ou autre. Si par exemple vous avez l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence sportive, pareil, très développée à l'école, eh bien vous aurez de très bonnes notes en sport, mais vous serez très mauvais donc en maths, physique, parce que en plus l'intelligence kinesthésique voudrait dire que ça demande du concret, ça demande du mouvement, ça demande à ce que vous puissiez être en interactivité avec les choses qui bougent. Alors les maths et les langues, c'est souvent très abstrait, c'est très flou pour quelqu'un de kinesthésique et donc vous allez forcément être étiqueté comme un mauvais à l'école, comme quelqu'un qui n'arrive pas à s'asseoir trop longtemps, qui n'arrive pas à se tenir, qui est trop distrait, qui bouge beaucoup, et donc vous aurez du mal à passer plus d'une heure seul à travailler, à vous concentrer. Et tout simplement parce que vous n'avez pas l'intelligence innée qui va vous faire réussir à l'école, mais vous avez une intelligence qui va vous faire réussir dans les métiers où vous aurez besoin d'utiliser brillamment votre corps, vos mains, vos pieds ou en tout cas tout ce qui est attrait au physique. Donc prenez cet exemple sur toutes les autres intelligences. Et plus vous allez avoir donc une de ces intelligences de manière donc trop marquée, plus vous serez donc très à la traîne à l'école. Alors, est-ce que ça vous empêche d'être le premier de la classe? Non, mais si vous allez être premier de la classe en portant grandement ces intelligences-là de manière marquée, vous allez devoir faire vraiment beaucoup d'efforts. Donc, les élèves qui arrivent à être très bons à l'école, malgré donc la présence de ces intelligences différentes des intelligences de l'école, donc auront du mal à réussir avec de la spontanéité, avec un rythme normal. Alors là, qu'est-ce que fait le coach scolaire quand il fait ce diagnostic chez les élèves? Alors tout d'abord, donc, il va faire comprendre à l'élève que voilà, en ayant donc une de ces intelligences, pourquoi tu arrives à réussir à avoir de bons amis, à faire de très bonnes analyses, à vouloir passer beaucoup de temps dans la nature et que tu n'arrives pas à réussir à l'école. Et pourquoi certaines matières te réussissent très bien par rapport à d'autres? Eh bien, tout simplement parce que cet élève a des intelligences qui ne sont pas traitées par le système scolaire ou qui ne sont pas prises en considération par le système scolaire. Donc, une fois on fait cette prise de conscience, déjà on découvrira que pour certains élèves, c'est très difficile d'accéder naturellement à des rangs très élevés en termes donc de classement, soit à l'école, soit des points très élevés. Surtout quand nous avons une intelligence très marquée. Des fois, nous avons donc un profil assez, donc, on va dire, harmonieux, c'est-à-dire nous pouvons, et c'est le cas de la majorité des personnes, nous avons donc plus ou moins donc, des profils plus ou moins harmonieux, c'est-à-dire des profils qui ressembleraient à ça, une intelligence ou deux allez, qui vont être un peu marqués, et puis les autres intelligences qui vont suivre. Alors dans ce cas-là, on aura des difficultés scolaires, mais on peut toujours travailler et avoir une bonne méthode de travail pour réussir. Alors les élèves qui ont vraiment des difficultés scolaires, ce sont des élèves qui peuvent avoir donc une intelligence très marquée et donc les autres intelligences qui restent vraiment très basses. Donc là, que ce soit une... Alors, ce qui est paradoxal ici, donc ça, c'est des personnes qui sont en fait douées. Donc, on appelle ça les enfants, les hauts potentiels, par exemple. On parle souvent dernièrement des hauts potentiels. Un haut potentiel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une intelligence trop marquée. Alors, si c'est une intelligence kinesthésique trop marquée, c'est-à-dire que c'est un sportif très doué. Si c'est l'intelligence musicale, donc ça peut être un aspect de la musique qui va être très doué. Donc, certainement, il va avoir du mal à rester concentré à l'école parce que cette intelligence-là, donc elle va le mobiliser et prendre beaucoup de lui, de sa personne, de son temps, de son caractère pour pouvoir investir cette intelligence. C'est des élèves
ou des étudiants qui sont un peu absorbés. Et quand ils ne font pas donc, ce qu'il faut pour pouvoir développer donc, leur qualité à travers ces intelligences, ils seront déprimés et donc ils auront aussi beaucoup de problématiques de comportement à l'école. Et le cas même pour l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire un élève qui a une intelligence logico-mathématique ou langagière très 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 développée, donc qui sort vraiment du lot par rapport aux autres intelligences, aura également des problématiques à l'école, c'est-à-dire il sera en avance par rapport à ses cours. C'est les hauts potentiels, hein, c'est les élèves qui aujourd'hui on prend dans des classes particulières pour pouvoir leur assurer donc un enseignement adapté à la vitesse de leur cerveau. Donc, c'est des élèves qui vont avoir toujours 3 ans d'avance par rapport aux autres. Le système n'arrive pas à les faire progresser, donc le système va également les rejeter. Donc, toute personne qui a une intelligence trop marquée par rapport aux autres, et donc va avoir de grosses difficultés en classe. Donc, à part ces personnes-là, donc nous, pour nous tous, donc, nous avons et moi y compris, nous avons tous dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir donc mieux réussir. Alors, le coach, donc, dans ce cas-là, c'est quoi? Le coach scolaire, c'est quoi son rôle? Eh bien, c'est tout simplement de trouver une façon avec l'élève ou l'étudiant d'utiliser donc ces intelligences-là qui ne sont pas des intelligences prises en considération par le système scolaire, mais dans sa façon d'apprendre et d'appréhender donc les cours scolaires. C'est-à-dire comment je peux, en ayant une intelligence kinesthésique, hein, ce n'est pas mon cas, utiliser mon intelligence kinesthésique pour mieux apprendre à l'école. Donc, primo, c'est tout d'abord donc utiliser ces intelligences multiples dans sa vie parascolaire ou en dehors de l'école. Ne pas tomber dans l'erreur de se dire, voilà, quelqu'un qui a une intelligence kinesthésique, il passe trop de temps en salle de sport ou à pratiquer un sport particulier. Pour réussir dans ses études, il doit arrêter de pratiquer ses activités. C'est faux, c'est très contre-productif. Un élève qui a une intelligence particulière, il doit trouver un espace où il doit exprimer cette intelligence parce que c'est le seul espace dans lequel il va se sentir intelligent et qui a de la valeur, qu'il va produire des résultats qu'il va maîtriser. Tous ces, tous ces profils qui n'ont pas l'intelligence logico-mathématique et langagière à l'école se sentent diminués, se sentent en manque de confiance en soi et d'estime de soi parce que ce n'est pas l'espace dans lequel on se sent épanoui, on se sent, là on donne vraiment le mieux de nous-mêmes. Donc quelqu'un qui a une intelligence musicale, qui s'intéresse à un instrument, à un type de musique, à une pratique donc auditive, doit vraiment s'investir dans ce domaine. Celui qui aura par exemple une intelligence sociale, interpersonnelle développée, doit s'investir dans les clubs ou avec les amis en tout cas. Il faut que l'élève ait un espace où il doit vivre son intelligence. Et puis à l'école, l'idée, c'est de comment je peux utiliser mon intelligence à l'école. Donc, je parlais de l'exemple donc, de l'intelligence kinesthésique. Donc, par exemple, je sais que quelqu'un qui a une intelligence kinesthésique ne peut pas passer trop d'heures assis à travailler à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire attention quand il fait des heures sup, il ne doit pas en faire beaucoup. Il doit en faire très peu. Et c'est quelqu'un qui doit avoir des créneaux, donc des sessions de travail très réduites, c'est-à-dire 30-45 minutes, ça suffit largement. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de travailler en bougeant, ça ne pose pas de problème. C'est quelqu'un qui a besoin de se déplacer régulièrement. C'est quelqu'un à qui on va conseiller de faire ses révisions dans un parc. C'est quelqu'un à qui on va conseiller donc de faire des sessions de sport avant ou après ces sessions de cours. Donc ça dépend du sport qu'il va pratiquer. C'est aussi quelqu'un qu'on va aider à utiliser donc son aspect, donc son mental, qu'il aime le concret, qui aime le mouvement, à concrétiser ses leçons. C'est quelqu'un qui ne doit pas s'attarder sur l'abstrait, qui doit développer la compétence d'utiliser l'abstrait et le transformer en concret avec les techniques comme l'utilisation des analogies, des exemples et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est aussi quelqu'un qui doit comprendre qu'il a besoin d'avoir un objectif précis de notes. Et c'est le cas de tous les autres profils, c'est de leur dire cessez de vouloir avoir le maximum en termes de résultats scolaires et d'avoir les meilleures notes à tout prix et d'être premier de la classe ou d'avoir juste des meilleures notes pour des meilleures notes. Et ça sert beaucoup pour les parents et pour les enseignants. Quand on a un profil où on n'a pas l'intelligence logico-mathématique et linguistique, il faut oublier le fait d'avoir les meilleures notes et d'accéder aux plus grandes écoles. C'est fait pour les personnes qui ont ces intelligences-là. Mais il y a tous les autres métiers et tous les autres métiers du monde nécessitent les autres intelligences. Donc, il faut avoir un objectif de note qui correspond aussi à notre orientation.
C'est pour ça, nous, en tant que coach scolaire à Learning Coach et aussi dans la formation des coachs scolaires que nous donnons, nous faisons aussi de l'orientation à travers ce test. Donc, nous utilisons les intelligences multiples pour mieux appréhender l'orientation de l'élève et de l'étudiant. Et à travers cela, nous pouvons comprendre quelle est la note ou quel est le résultat scolaire adéquat, modéré, pondéré selon les intelligences de l'élève. Et du coup, ne pas courir derrière des résultats stressants qui vont demander beaucoup d'efforts et qui seront souvent inaccessibles pour ce genre d'élèves. Et du coup, ça peut alléger donc la pression sur les élèves et les étudiants et aussi permettre aux parents de fournir à leurs élèves, enfin à leurs enfants plutôt, pas à l'élève, mais à leurs enfants, une éducation plus appropriée, plus adaptée et plus écologique, comme on le dit donc, dans le jargon du coaching. Et du coup, donc, la découverte de ces intelligences, donc, en résumé, permettra aux coachs et aux coachés donc, de développer des stratégies d'apprentissage plus adaptées au profil de l'intelligence. Vous allez me dire, par exemple, interpersonnel. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler avec les autres, qui a besoin de travailler en groupe, qui a besoin d'avoir un ami, un compagnon donc de travail scolaire. Et donc, il y a pas mal de stratégies qu'on va développer selon l'intelligence donc, de l'élève. Et puis, on va aussi se fixer un objectif de note par rapport donc à l'intelligence de l'élève. On peut même aussi inviter l'élève à réussir certaines matières qui seraient proches de son intelligence et de ne pas se contenter d'avoir un 15-16 étant donné que son intelligence lui permettrait par exemple d'avoir un 19 et du coup pour gagner des points par rapport aux autres matières. Un élève qui a une intelligence naturaliste peut très bien réussir donc dans la matière SVT, donc sciences de la vie et de la terre, et dans ce cas-là, pour lui, il doit s'assurer d'avoir vraiment une très très bonne note pour compenser par exemple sur les autres matières où ces intelligences ne lui permettent pas d'avoir de très bonnes notes. Donc voilà comment la théorie de Howard Gardner des intelligences multiples peut être utilisée donc par un coach scolaire pour aider donc un élève ou un étudiant à mieux apprendre. Sachez que c'est quelque chose qui peut aussi également aider les élèves, les écoles et les enseignants. En tant que coach scolaire, nous pouvons faire un profiling d'une classe. Donc, trouver donc, dans la classe tous les élèves qui ont l'intelligence logico-mathématique, kinesthésique, musicale et de créer des groupes. Et dans ce cas-là, l'école pourra proposer donc, des activités parascolaires ou même des matières qui correspondent à ces élèves selon leur type d'intelligence. Et surtout de donner donc un bon coefficient au niveau de ces matières pour hausser la moyenne de l'élève tout en le faisant profiter de son intelligence. C'est ce qui se fait un petit peu dans le système japonais. Donc, on essaie de voir le profil des élèves. Même le système allemand, on le fait, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, on s'adapte aux intelligences des élèves et on leur donne donc des matières avec des coefficients. Ils vont avoir une très bonne note. Un élève qui a une intelligence kinesthésique devrait avoir une très bonne note, donc, enfin un très bon coefficient dans le sport, étant donné que c'est là où il peut se donner au maximum. Et du coup, donc, pour une école, elle peut adapter les activités parascolaires, conseiller donc, les parents par rapport aux intelligences de leurs enfants et également aux enseignants d'adapter leur style d'enseignement, leur style donc, de communication avec les élèves selon leur intelligence. Ça explique aussi certains élèves perturbants qui peuvent être très agaçants pour l'école, pour la classe, pour les enseignants, mais également pour les parents. Quand on fait un profiling d'intelligence multiple, on découvre tout simplement que ce sont des élèves qui ont une intelligence très développée, enfin une forme d'intelligence qui est très développée et qui est très mal exploitée, ce qui crée beaucoup de frustration chez l'élève et donc qui va manifester sous forme de comportements inappropriés en classe ou à l'école. Donc ça aide aussi à comprendre certaines problématiques de comportement chez certains élèves et chez certains étudiants. Ça permet également donc d'aménager les groupes de travail et aussi aider les élèves à s'intégrer dans des groupes avec d'autres élèves qui ont les mêmes intelligences et du coup qui peuvent développer les mêmes stratégies de révision et de préparation aux examens. Et c'est quelque chose de très agréable d'avoir donc un ami ou deux avec qui on partage les mêmes types d'intelligence et du coup avec qui je vais travailler avec les mêmes stratégies et qui va m'aider, qu'on va s'aider ensemble pour pouvoir réussir à utiliser notre intelligence pour toujours se garantir de meilleures notes ou d'atteindre nos objectifs scolaires. Voilà, donc les intelligences multiples ont plusieurs usages
Et aujourd'hui, un coach scolaire peut donc déterminer le profil des intelligences multiples d'un élève ou d'un étudiant et d'aider donc des parents, un élève ou un étudiant à utiliser ces intelligences. Et enfin, sachez que on peut aussi également faire ce diagnostic pour les enseignants. Un enseignant doit aussi découvrir ces types d'intelligence et du coup donc comprendre comment son intelligence impacte son profil d'enseignant et comment il enseigne. Sous forme de notre intelligence, nous allons donc passer les concepts, expliquer à notre façon de vivre nos intelligences. Donc, un interpersonnel sera très sociable avec les élèves, très communicant. Un intrapersonnel sera très froid, très distant. Un kinesthésique sera très dynamique, très pragmatique, très procédurier, ce qui est très bien donc, pour un enseignant. Et donc, il y a des intelligences qui, d'ailleurs, l'intelligence logico-mathématique et langagière, paradoxalement, ne sont pas les plus utiles pour l'enseignement. Donc, mais encore une fois, l'idée, c'est que pour un enseignant, de découvrir donc, ces types d'intelligence et de pouvoir donc les utiliser et adapter donc son profil d'enseignant et aussi varier son style d'enseignement ou d'apprentissage, enfin d'instruction pour s'adapter aux différents profils des élèves qui sont dans sa classe. Donc l'outil intelligence multiple a plusieurs usages que le coach scolaire peut donc fournir aux élèves, aux parents, aux étudiants, aux écoles et aux enseignants. Voilà, nous allons parler d'un autre aspect du coaching scolaire. Ce sera l'orientation dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.